Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la troisième journée du Vendée Globe. Et oui, on est parti dimanche, on est déjà le troisième jour, nous sommes mercredi. J'enregistre, il est 11 h, vous aurez la vidéo à 12h30, je peux pas faire mieux. Voilà, j'essaie d'aller plus vite, mais encore une fois, j'ai une connexion internet qui est foireuse, je fais tout à la 4G, donc c'est un petit peu compliqué pour uploader les vidéos. Mais on essaye de respecter, on va dire, un horaire. On va voir cette troisième journée, ce qui s'est passé, les informations des dernières heures, les stratégies, essayer de décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé, puis on verra un petit peu les statistiques. Qui a fait le plus de 1000 en 24 heures, vous le saurez, et on a battu un record de ce côté-là, un record qui datait de retour à la base. Donc c'est pour vous dire que c'est allé extrêmement vite du côté de cette journée de Vendée Globe et que ce départ est ultra rapide. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu par les stratégies. C'est de corriger parfois certaines informations que je dis. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Puis le deuxième moyen pour me soutenir, si vous ne voulez pas donner d'argent, ce que je peux comprendre totalement, eh bien vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite. Les conditions climatiques en ce moment sur la flotte, ça va toujours aussi vite. Il y a toujours autant de vent. Et surtout, il est toujours portant ce vent. Donc c'est ça qui est agréable pour les navigateurs, c'est que les bateaux filent extrêmement vite. Sur les dernières 24 heures, ça a encore navigué sur un gros tempo. Donc ce qui fait que les concurrents en ce moment ne ralentissent pas. Ce qui commence à provoquer, il faut bien le dire aussi, des petits soucis au niveau technique. Mais ouais, ça navigue à grosse vitesse pour le moment, avec des très bonnes moyennes pour les différents concurrents. Nouveau changement de leader avec Johan Richomme qui est repassé devant Charlie Dalin et surtout Sam Goodchild qui était leader hier. Mais voilà, c'est vraiment une course très intéressante en ce début de course parce que les écarts ne se font pas. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de gros choix stratégiques à faire. En fait, le seul choix stratégique qui a été fait, c'est le passage à l'intérieur hier du DST ou à l'extérieur. Mais les choix stratégiques, pour le moment, ne sont pas énormes parce que, contrairement à d'habitude, où du côté de l'Espagne, on a des grosses dépressions qui arrivent, il y a des gros fronts qui vous arrivent. Donc normalement, il y a une option nord qui est souvent plus sage que l'option sud, et l'option sud qui est plus rapide. Enfin, l'option sud, l'option le plus proche des côtes, et l'option ouest, on va dire. Voilà, l'option est, l'option ouest. Sauf que là, il n'y a pas cette situation-là, vu que le vent était tellement faible en début de course que tout le monde a pris quasiment la même option, la même direction, ce qui fait que la flotte est assez resserrée en largeur. On n'a pas une flotte qui est extrêmement étendue en largeur. Par contre, ça commence à s'étendre un petit peu en longueur entre le premier et le dernier. Surtout que le dernier a des petits soucis. Le chinois Jingkun Xu, j'arriverai jamais à le dire correctement, je pense, d'ici la fin de ce Vendée Globe. Problème de douleur à la cheville, peut-être entorse à la cheville pour Jingkun Xu. Alors il n'a pas vraiment dit comment ça s'est déroulé, enfin j'ai pas vu l'information comment ça s'est déroulé, mais voilà, je pense à un mauvais choc qui fait que c'est pas très rassurant après 3 jours de course, et puis surtout si c'est vraiment entorse, je me dis que ça aura du mal à être remis d'ici les mers du Sud. Et ça veut dire que je pense qu'il navigue pas à 100% de son bateau. Parce que je rappelle qu'il a un bateau à feuilles, contrairement à certains de ses concurrents qui sont devant lui. Et c'est pas très rassurant aussi, vu qu'il ferme la marche pour le moment. C'est-à-dire que, voilà, une cheville en moins. S'il y a d'autres difficultés qui arrivent là sur la course, ça peut être pas très bon en termes de sécurité. Et peut-être que la direction de course va à un moment le mettre devant ses responsabilités. Parce qu'eux, ils veulent pas non plus qu'il y ait des mecs qui soient en pleine pampa et en grande difficulté avec des bateaux. C'est eux aussi qui gèrent la sécurité des concurrents. Et là, Jingkun Xu, pour l'instant, qui ne pose pas son pied par terre. Donc forcément, pour les manœuvres, ça doit pas être
idéal pour le chinois. Autre concurrent qui a un problème de cheville, c'est Maxime Sorel. Maxime Sorel qui a un début de course extrêmement compliqué sur Montbana, VNB Mayenne, le concurrent français qui fait partie des concurrents qui ont un bateau neuf. Eh bien, il a déjà pas mal de petits soucis techniques et notamment un problème de hook de grand voile. Alors le hook, c'est le crochet. Vous savez, les voiles, on les fout dans des petits crochets, grosso modo. Hook, il veut dire crochet. Un Captain Crochet, c'est Captain Hook en anglais. Et ce qui fait que c'est compliqué à gérer pour le moment parce que il n'arrivait pas à le défaire du crochet. Le système de secours ne marchait pas sur sa grand voile, donc il n'arrivait pas à baisser sa grand voile. Voilà, il n'arrivait pas à manipuler sa grand voile. Ce qui fait qu'il est monté sur la baume de la grand voile. Donc vous avez souvent la baume, parfois vous avez une housse. Voilà, donc il avait le pied en fait sur la housse qui était sur la baume pour essayer de débloquer le système. Sauf que y a eu un mouvement de vent un petit peu impromptu parce que depuis le début de course, on a pas mal d'instabilité à un certain moment avec le vent. Le vent parfois réaccélère, change légèrement de direction. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et il s'est retrouvé avec le pied suspendu en l'air et le corps en bas. Ce qui n'était pas très bien pour lui. Et forcément, ça a mis un petit coup à la cheville, à la malléole. C'est ce qu'il disait. Et il va falloir surveiller ça pour pas que ça gonfle de trop. Et puis, on espère pas trop de soucis pour Maxime Sorel. Mais il disait depuis le début de la course, j'enchaîne un petit peu les problèmes. C'est pas véritablement évident. Hier, on parlait de la stratégie de Nicolas Luven, donc qui est passé pleine ouest, Nicolas Luven, pour faire seulement 2 manœuvres. Mais en fait, il a eu également un petit souci technique, Nicolas Luven. Il a eu un boot qui s'est mis dans le palonnier. Donc un boot, c'est une corde, tout simplement, qui sert à gérer les voiles. Qui s'est mis dans le palonnier, donc c'est ce qui tient le safran. C'est ce qui relie le safran au bateau, le palonnier. Et ça a un petit peu arraché le palonnier. Donc voilà, il a dû réparer ça. Et ça a été compliqué à réparer. Parce qu'il était dans 25-30 nœuds de vent. Donc forcément des conditions qui étaient un petit peu instables. Donc il a mis 2-3 heures à réparer ce petit problème. Ce qui l'a peut-être légèrement ralenti. Mais vous allez voir qu'il a quand même fait une excellente journée de navigation hier. On parlait aussi hier de Thomas Ruyant avec ses problèmes de voie d'eau. Alors on ne sait pas encore précisément où est la voie d'eau. On sait qu'elle est à l'avant du bateau. C'est vrai qu'hier dans les commentaires on me disait est-ce que c'est au niveau du puits de foil? Est-ce que c'est pas devant le puits de foil? Parce que je me dis le puits de foil on est déjà un petit peu reculé par rapport au bateau. Mais il y a un souci. Il n'a pas vraiment dit où était l'endroit parce qu'il faut savoir que ce sont les concurrents qui annoncent leurs problèmes. Un concurrent veut peut-être un petit peu masquer où est le problème, parce que c'est peut-être une zone de fragilité du bateau. Mais c'est vrai que Thomas Ruyant, qui devrait aller très très vite dans ces conditions-là, parce qu'il a le bateau qui est efficace au vent portant, et là on est sur du vent de dos, 3/4 d'eau, donc c'est vraiment l'idéal pour ce type de bateau-là. Et le problème de Thomas Ruyant, c'est qu'il est obligé de pomper toutes les 2 à 3 heures, et que ça lui prend une demi-heure, donc on le voyait sur la vidéo, assez fatigué pour un début de course déjà du côté de Thomas Ruyant, donc il sait qu'il va devoir réparer. Je pense que ça fait partie des concurrents qui vont avoir des réparations à faire au poteau noir. Parce que pour le moment, le vent ne se calme pas des masses. Alors, vous avez une petite zone de transition là au-dessus des Canaries. Mais je pense que tout le monde va passer à l'ouest des Canaries. Le vent, ça va être quand même du 15 nœuds, entre 12 et 15 nœuds dans les 24 prochaines heures. Donc autant vous dire que ça va encore naviguer quand même assez vite. Donc on va peut-être pas pouvoir réparer à ce moment-là. Et c'est peut-être dans le poteau noir, dans une zone d'accalmie dans le poteau noir, où il faudra réparer. De toute manière, il sera obligé de réparer avant l'entrée dans les mers du Sud. Je dirais que le poteau noir va peut-être être le moment le plus intéressant pour Thomas Ruyant, où là, il pourrait perdre le moins de temps, surtout dans sa réparation. Du côté des concurrents qui ont aussi des petits problèmes, de voile pour Clarisse Kremer, qui a déchiré son Genneker. Donc le Genneker, c'était sa voile la plus grosse. Donc voile dans des conditions où il y a peu de vent, dans les zones de transition. Et en fait, elle a déchiré son Genneker qui s'est déroulé tout seul. Normalement, ça fait partie des voiles qui étaient à l'extérieur du bateau, mais qui étaient roulées et qui s'est déroulé. Donc en se déroulant, il s'est déchiré complètement. Trop compliqué à réparer et pas d'intérêt à réparer. Parce que ça utilise des pièces pour, encore une fois, une voile qui va peut-être avoir un intérêt quand même limité
sur une grande partie de la course. Après, on peut se demander s'il y avait un intérêt à emmener un Genneker. Hein. Certains concurrents comme Tanguy le Turquet n'ont pas emmené de Genneker, ont emmené d'autres voiles, mais ont décidé de ne pas emmener de Genneker, ce qui les a peut-être un petit peu embêtés en début de course. Mais ce qui, encore une fois, a un intérêt qui est limité, je pense, sur un Vendée Globe. Et ce qui fait que Clarisse Kremer n'a plus cette voile. Elle a décidé de ne pas la réparer pour le moment. Et ça va peut-être l'handicaper au niveau du poteau noir, dans les zones de pétole, donc les zones sans vent du poteau noir. Il faudra suivre ça. Isabelle Yoshke également a déchiré une voile, concurrente de Emma CSF. Pour le moment, un début de course compliqué pour Isabelle Yoshke. Elle le disait, elle n'arrive pas à trouver le bon tempo. En début de course, elle a fait beaucoup de manœuvres, mais sans que ça ait une grande efficacité. Donc, ce qui fait qu'elle est plutôt à l'arrière du paquet. Elle est dans les 10 derniers concurrents pour le moment, Isabelle Yoshke, ce qui est un petit peu une mauvaise surprise pour la franco-allemande avec Emma CSF. Donc voile déchirée, par contre, elle n'a pas indiqué quelle voile. C'est une voile d'avant, mais on ne sait pas laquelle voile a été déchirée. Et aussi, petit souci pour Sébastien Simon. Sébastien Simon qui sait déjà qu'il devra faire des réparations pour entretenir son bateau, on va dire, au niveau du poteau noir, notamment des pièces au niveau des foils. Et on sait qu'il prête une attention toute particulière au niveau des foils parce que c'est ce qui lui a pourri quand même son dernier Vendée Globe. Donc Sébastien Simon, voilà, qui a des petits soucis, notamment une voile qui s'est déroulée alors qu'il était en train de la hisser. Il ne l'avait pas encore complètement hissée et la voile s'est déroulée. Donc ça, voilà, ça s'est emmêlé dans les différents câbles au niveau du mât. Donc il a fallu tout enlever et essayer de tout désenchevêtrer au niveau du mât, ce qui lui a fait perdre un petit peu de temps et ce qui surtout a entraîné un petit peu de fatigue. Et il avait du vent assez instable, hein, ce qu'il disait dans ces conditions de navigation, c'est-à-dire avec parfois un vent qui accélère, c'est-à-dire qu'on a des grosses rafales en ce moment, enfin là il y a quelques heures, parce que c'était 2 jours, donc c'est un peu le souci de Sébastien Simon. Pour le moment, on a fait un petit peu le tour de tous les soucis techniques pour le moment sur la flotte. Il y en a quand même déjà quelques-uns. On va quand même vérifier sur le site de Ouest France s'il n'y a pas une dernière information qui est tombée. Voilà, non, juste Clarisse Kremer. Qui voilà, a eu elle a perdu une voile, voilà, son grand Genneker, voilà, qui s'est déployé et qui s'est déchiré. Donc elle est en contact avec son équipe pour voir si elle va réparer ou pas. Pour l'instant, elle n'a pas réparé, mais je pense qu'elle va voir avec son équipe, parce que c'est vrai que dans le poteau noir, ça peut être un problème. Après, c'est pas non plus la voile la plus catastrophique, mais il faut voir ce qu'elle avait comme lot de voile, parce que je rappelle que les concurrents sur ce Vendée Globe ont le droit à 8 voiles. Vous n'avez pas le droit d'emmener plus, donc il faut faire des choix par rapport aux caractéristiques de vos bateaux. Et il faut voir quelle voile elle a emmené en plus. Et est-ce que ça va être difficile. Paul Meillat aussi indique à l'instant que les conditions de vent sont assez compliquées, avec des choix de voile où il disait qu'ils n'étaient pas forcément les bons pour lui. C'est vrai qu'il a perdu un petit peu de position hier, Paul Meillat. Voilà, faut voir aussi si tu veux faire la manœuvre ou pas la manœuvre. Changer de voile, ça prend un petit peu de temps. Ça vous fait perdre de la vitesse, donc il faut réfléchir à si on veut ou pas changer de voile. Est-ce que ça peut entraîner en avantage ou en désavantage. Bon, on regarde le classement tout de suite avec la météo en ce moment. Vous voyez donc le vent qui est encore une fois 3/4 d'eau. Alors on va commencer à tirer des bords parce que vous voyez, il y a une zone avec pas mal de vent le long des Canaries. Il faudra quand même aller assez vite. On y reviendra en fin de vidéo. Je vais vous enlever un petit peu le vent pour voir un petit peu plus les traces. Voilà, ça va être un peu mieux de ce côté-là. Donc Johan Richomme en tête pour le moment de la course. Il l'a dit hier en interview, Johan Richomme, il a fait un début de course qui était pas top, donc ça l'a énervé un peu, donc il a tapé légèrement dans le bateau, c'est-à-dire qu'il a décidé de muscler son jeu, d'accélérer un peu le rythme, de prendre un peu plus de risques.
Il a fait ça pendant une grosse après-midi, Johan Richomme, pour rattraper son retard, ce qui a marché. Et hier, il avait 25-30 000 de retard sur Charlie Dalin, mais il a comblé ce retard. Donc ça, c'est vraiment très bien du côté de Johan Richomme, qui est sur un gros tempo pour le moment, le concurrent français, avec un bateau pas pré-carca, hein. Je l'avais dit dans les commentaires, moi je mets une pièce sur Johan Richomme cette année, même si c'est un bisu. Je trouve que son bateau est bien conçu, il s'est, je trouve, beaucoup inspiré des multicoques. Donc on voit qu'il il est descendu, puis il a fait une manœuvre, un changement de bord, un virement ici, et puis désormais, bon bah voilà, il fait une trace qui est plutôt propre. Mais il faudra voilà, faire attention avec ces îles-là qu'il va falloir passer tranquillement. Donc voilà, les îles au large du Maroc. Et donc on va passer très au large du Maroc. On va passer plutôt par l'ouest, hein, du côté des concurrents. Deuxième, Charlie Dalin, qui n'a pas vraiment quitté le top 5 depuis quasiment la première nuit. Il avait eu un début de course prudent, on va dire, Charlie Dalin, un départ tranquille, mais depuis, bon, il a des conditions qui sont plutôt bonnes. Et puis je rappelle, c'est un bateau qui est très polyvalent. C'est une belle évolution de Apivia, qui était déjà un bateau qui était performant dans ce genre de conditions. Sam Goodchild, qui hier était en tête, légèrement devant Charlie Dalin, et bien désormais troisième sur le vulnérable première génération. C'est la seule solution pour trouver une solution entre les deux noms des deux bateaux. Donc voilà, sur ce vulnérable, on sait l'ancien Linky Daoud qui était déjà très bon au portant, qui est un bateau qui est très efficace dans ce genre de conditions. Il est revenu aussi sur ses petits copains, Sam Goodchild, parce que vous le voyez, il est là. Sam Goodchild, il était un peu décalé hier. Si on compare un Johan Richomme, il était un peu plus à l'est. Et donc désormais, voilà, il est revenu sur la trajectoire de Charlie Dalin. Et puis on retrouve Jérémy Bayou. Qui lui était parti plus à l'ouest que ses petits camarades et qui a dû faire un peu plus de manœuvres hier, hein. Vous voyez, il a dû avoir 1, 2, 3, 4, 5 manœuvres au moins, enfin 5 virements, grosse manœuvre, 5 virements du côté de Jérémy Bayou sur Charal, mais qui était un petit peu plus à l'ouest hier, et donc qui est revenu dans le paquet. De toute manière, tout le monde devra revenir dans le paquet, à l'ouest des Canaries, encore une fois, parce que c'est un petit peu le seul portail pour l'instant qui s'est ouvert dans cette zone-là. Nicolas Luven, on en parlait, donc Nicolas Luven qui est tout à l'extérieur. Hier, il était au-delà de la 20e place, Nicolas Luven. Eh bien, ça s'est bien amélioré sa situation. Il n'a plus que 51 000 de retard, et lui qui trouvait que sa stratégie n'était pas la meilleure, au final, je trouve qu'elle est quand même pas mal, parce que son bateau est allé très très vite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a une mer avec moins de houle, ce qui fait que le bateau a fait moins de plantés, parce que ce qu'on a remarqué hier dans toutes les vidéos de bord, c'est que les bateaux avaient tendance à planter énormément. C'était le cas sur la vidéo de Johan Richomme, c'était le cas sur la vidéo de Sébastien Simon, notamment, où vous entendez, hein, c'est un bruit assez caractéristique, le bruit du planté, donc c'est-à-dire le bateau, l'avant du bateau qui tape le bas de la vague. Et ça ralentit forcément le bateau. Ça se produit quand la houle est un petit peu importante. Et c'est vrai que Nicolas Luven, en partant plus à l'ouest, certes, une chouille moins de vent, mais du vent qui était peut-être mieux positionné pour son bateau aussi, parce que c'est avec PRB, on connaît assez mal les caractéristiques de Holcim PRB. C'est un bateau qui était fait pour Kevin Escoffier, sauf qu'avec l'affaire Escoffier, il a très peu navigué, ce bateau-là, au final. Et donc avec Nicolas Luven, ça a l'air de pas mal se passer. Donc pas une mauvaise stratégie, je trouve, pour le français, surtout qu'en sachant qu'il a perdu encore une fois 2-3 heures avec un problème de safran. Ça veut dire que c'est vraiment pas mal. Thomas Ruyant, donc un petit peu derrière pour le moment, 6e, malgré des conditions qui sont plutôt favorables à son bateau, mais encore une fois cette voie d'eau qui l'embête et qui lui pompe de l'énergie aussi. Alors ça m'inquiète un peu plus, parce que un début de course où vous consommez beaucoup d'énergie, vous vous fatiguez énormément, à un moment il faudra récupérer, sauf que pour récupérer sur un bateau, ça veut dire parfois tirer pas à 100% des qualités du bateau, donc ça veut dire que là ça peut être un vrai problème. Louis Burton, Boris Herrmann toujours ensemble, ils étaient déjà hier ensemble avec Yannick Bestaven. Yannick Bestaven a perdu un petit peu de temps par rapport à eux, parce qu'ils étaient plutôt derrière lui. Ils sont passés en fin de soirée
au large du Portugal devant lui. Louis Burton et Boris Herrmann continuent de se suivre. C'est plutôt pas mal hein, du côté de Boris Herrmann parce que c'est pas forcément des conditions qui sont favorables à ce bateau. Moins il perd de temps dans cette zone-là, plus il va être dangereux dans les mers du Sud. En sachant que lui, à la sortie du Cap Horn, il faudra qu'il ait un petit peu d'avance. Parce qu'il a un bateau, encore une fois, qui va perdre beaucoup de temps dans la remontée de l'Atlantique Sud. Et Louis Burton, là aussi, il faut faire attention. Je rappelle, c'est l'ancien Occitane en Provence. Donc on sait que c'est un bateau qui est très efficace dans les mers du Sud. Il l'avait démontré il y a 4 ans avec Armel Tripon. Encore une fois, Armel Tripon qui ne connaissait pas encore très bien son bateau. Je rappelle, c'était un bateau qui avait été lancé 6-7 mois avant le Vendée Globe. C'était un bateau complètement neuf. Donc pas encore forcément totalement les connaissances sur les réglages de ce bateau. C'est un des bateaux qui a les feuilles les plus larges de la flotte. Donc il faudra faire très attention à lui dans les mers du Sud. Mais il faudra aussi faire attention aux foils pour Louis Burton. Et puis Sébastien Simon, 9e devant Bestaven, donc a perdu un petit peu de place. Justine Métro, première féminine, toujours à la porte du top 10. Justine Métro, qui a filmé des images quand elle était en pleine tempête hier en début de matinée, où elle était en pleine tempête, des images où bah, c'est pas loin d'être l'ambiance des mers du Sud, hein, parce que c'était vraiment très humide sur le pont du bateau. Benjamin Dutreux, lui est 12e, il a réussi à dormir notamment, il a montré une vidéo où il dormait. Et puis Paul Meillat, voilà, qui hier était bien dans le top 10, qui a perdu un petit peu des positions, qui perd régulièrement. Voilà, Paul Meillat, quelques heures de navigation, et voilà, hier, lui il a fait qu'un virement, hein, vous voyez, mais ouais, il n'était pas assuré de sa stratégie. Voilà, il n'était pas vraiment sûr de lui. Premier non-foiler, c'est Benjamin Ferret, toujours avec Mondoyeur, duo for job. Et puis Samantha Davis qui remonte. La remontada de Samantha Davis parce qu'elle est rentrée pour la première fois dans le top 15 avec Initiative Cœur. Alors hier, elle avait expliqué sa stratégie. J'invite à tout le monde à regarder la vidéo parce que c'est incompréhensible. Le son est dégueulasse. La vidéo est dégueulasse. Bon, depuis, elle a refait d'autres vidéos avec des qualités un peu meilleures, mais si vraiment quelqu'un a réussi à comprendre ce qu'elle a dit dans la vidéo, vraiment chapeau parce que c'était vraiment un enfer. Puis Conrad Coleman qui fait un bon début de course. Le néo-zélandais avec son bateau qui est un petit peu plus lourd aussi du fait qu'il veut faire le tour du monde sans utiliser d'énergie fossile. Eh bien pour l'instant ça se passe plutôt pas trop mal. Ça veut dire aussi qu'il a peut-être eu moins de problèmes techniques que sur les dernières journées. Par contre du côté de Samantha Davis, le temps qu'elle a perdu au départ, il est toujours là le retard parce que 159 000 c'est quand même pas terrible comme écart en début de course. Donc c'est vrai que ce mauvais départ, ça va peut-être l'handicaper ensuite par rapport aux concurrents de tête, en sachant qu'en plus l'anticyclone de Sainte-Hélène va pas être facile à franchir entre la zone des glaces, entre les zones interdites. Ça va pas être évident. Et surtout qu'il est pour le moment, on va vérifier ça, mais il était quand même bien en pleine mer. Jean Le Cam 17, Antoine Cornic 18 et puis Sébastien Marseille 19e, vous voyez donc Maxime Sorel qui a perdu des places en étant la 21e, voilà, avec ses petits problèmes de cheville. Violette d'Orange qui remonte un petit peu, et puis Clarisse Kremer aussi, pas une très bonne journée pour Clarisse. Qui a perdu beaucoup de temps. Damien Seguin aussi assez loin avec Alan Roura pour le moment, pourtant sur des foilers de génération précédente. Donc qui devrait être quand même un minimum performant. Ça se passe difficilement, c'est avec Kremer, Seguin, Alan Roura. Pour l'instant un petit peu le même combat en ce début de course. Et puis Eric Bellion qui a une nuit un petit peu plus facile. Et Massé SF qui remonte avec Isabelle Yoshke. Mais seulement 35e. Et là aussi du retard déjà. 268 000 de retard pour Isabelle Yoshke. On regarde tout de suite les conditions de vent dans les heures à venir. Alors vous allez voir, la situation à l'ouest des Canaries va pas être simple. Donc il va falloir passer plein ouest. C'est la seule solution parce que vous allez voir, là pour le moment il y a encore un petit peu de vent à l'intérieur des Canaries. Vous voyez, le vent va énormément diminuer, donc il va falloir passer plein ouest. Vous voyez que dans 8 heures, la situation plein ouest elle est pas trop mal. 15 nœuds de vent, c'est un peu moins que ce qu'ils ont actuellement, mais c'est vraiment pas mal. Donc on va pouvoir aller à une bonne vitesse. Sauf que ça c'est dans 8 heures, dans 17 heures, hop là, vous voyez. Beaucoup plus calme, on n'aura plus que 11-12 nœuds de vent et puis la zone de passage va se restreindre énormément en largeur. Il ne va pas falloir rater ce moment-là parce que ça va faire un petit peu péage. Voilà, pendant 2-3 heures, vous voyez, dans 17 heures, le vent sera faible, dans 20 heures, ça ne sera pas beaucoup plus rapide et dans 23 heures,
ça va être également faible. Ça reviendra que dans 26 heures. Donc il va falloir passer dans les 15 heures, je dirais, là. Sinon, vous allez avoir 10 heures, voilà, entre 17 et 23 heures. Si demain vous êtes encore dans cette zone-là, ça veut dire que vous serez dans des situations avec un peu moins de vent. Encore une fois, si les fichiers météo sont bons. Parce que si on regardait les rafales de vent, là c'est le vent, on va dire stable, mais les rafales de vent sont pas meilleures. Voilà, là on est sur du 13 nœuds, alors que dans 11 heures, on sera plutôt sur du 16-17 nœuds. Donc ça montre qu'il va falloir passer vite dans ce corridor et que ceux qui passent en premier vont peut-être avoir un petit avantage. Donc c'est un petit peu une course contre la montre parce que leur objectif est de passer quand il y aura encore du vent. Parce que sinon, ça veut dire que s'ils arrivent un petit peu trop tard, ça veut dire que derrière, eh bien c'est ceux de l'arrière qui vont remonter sur eux. Donc c'est un petit peu une course contre la montre dans les heures à venir. Donc ça va encore tartiner pas mal. Et vous voyez en plus, l'idéal, c'est qu'on aura assez peu de houle. 2 mètres seulement, voilà, 2 mètres de houle à 2 mètres 5, donc c'est un peu plus tranquille que ce qu'ils ont actuellement, où là ils ont plutôt du 3 mètres, voire un petit peu plus, 3 mètres 5 de houle, donc avec des creux de vague, donc forcément pour les foilers, ça tape un peu plus et ça peut casser les bateau. On termine avec les statistiques de cette journée de course pour finir cette vidéo. Eh bien, pour le moment, c'est Nicolas Luven qui a fait le plus de distance sur les 24 dernières heures et il a battu le record de Thomas Ruyant qui datait de l'année dernière. Pendant le retour à la base, Thomas Ruyant avait fait 540 000 en 24 heures en solitaire, c'est-à-dire 1000 km. Eh bien, Nicolas Luven, hier, a fait 543 000, c'est-à-dire 1007 km. Il a fait 7 km de plus que Thomas Ruyant en 24 heures. Et surtout, il a fait quasiment 200 km de plus que ses adversaires, c'est-à-dire Johan Richomme, Jérémy Bayou, Justine Métro. Donc, c'est-à-dire que sa stratégie était vraiment pas mal sur les 24 dernières heures. Et on voit que Thomas Ruyant est seulement 10e. J'arrête ce classement avec 382 000 nautiques d'effectués, c'est-à-dire moins que Goodchild, moins aussi que Charlie Dalin et que Benjamin Dutreux pour le moment. Et le bateau le plus rapide depuis le début de course, c'est Sébastien Simon, mais très proche de Nicolas Luven, avec des bateaux qui ont fait des pics déjà à 25 nœuds, ce qui est assez impressionnant, ce qui correspond quand même à quasiment 47 km/h. Et pour le moment, on est en avance sur le temps d'Armel Lecléache, sur le record d'Armel Lecléache. On a 56 000 d'avance pour Johan Richomme par rapport à Armel Lecléache à la même heure, au même moment pendant cette course. Donc c'est plutôt pas mal pour ce début de course. Ça montre que c'est assez rapide malgré un départ qui avait été extrêmement calme. Et l'écart entre le premier et le dernier, c'est déjà 715 km. Voilà, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup, voilà, du côté des statistiques de la course. Bon, eh bien nous on se retrouve demain. Demain on aura encore pas mal de choses à dire, je pense, en termes de stratégie. Et puis on essaiera de... Alors là, encore une fois, la stratégie c'est de placer plein ouest du côté des Canaries, mais il va falloir commencer à réfléchir à comment passer le poteau noir, parce que ça va pas être si évident que ça, parce qu'encore une fois, le corridor des Alizés est assez étroit pour le moment, et ça n'a pas tendance véritablement à s'élargir dans les prochaines heures, hein. Vous voyez, il y aura peut-être même des moments où les alizés seront très faibles. Là, je vois dans 48 heures, hein, on aura peut-être des zones avec seulement 11 nœuds. Je rappelle qu'il faudra éviter le Cap-Vert. Passer à l'intérieur, j'y crois pas des masses parce que le vent me semble assez faible. Et je vois pas vraiment l'avantage pour le moment. Et puis le poteau noir, pour le moment, ça a l'air d'être plutôt calme. Mais il faudra voir ça un petit peu plus en détail. Par contre, vous voyez, Sainte-Hélène, pour l'instant, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Il est bien en mer pour le moment, cet anticyclone. Donc là, vous avez un petit passage comme ça, je dirais, pour récupérer le premier front. Mais c'est pas si évident que ça, en sachant que vous voyez, la zone des glaces est très haute. Là, dans cette zone-là, donc c'est vraiment le Cap Horn, vous avez qu'un petit corridor, donc ça va pas être évident pour les concurrents dans ces mers du Sud, parce que c'est plus haut qu'il y a 4 ans et qu'il y a 8 ans, cette zone des glaces, parce qu'encore une fois, avec le réchauffement climatique, on retrouve des icebergs un peu plus hauts, dans des altitudes un petit peu plus hautes, donc ce qui peut poser un problème pour les concurrents. Je rappelle que cette zone blanche est interdite pour les différents concurrents. Donc nous, on se retrouve demain, même heure,
pour faire le débrief de cette quatrième journée de compétition. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.